On en parle avec Serge Mpele Onana, il est économiste, il a accepté de répondre à nos questions. Bonsoir monsieur, bienvenue sur ce plateau. Merci Madame Garmel, merci de nous avoir invités une fois de plus. Merci pour la confiance accordée. Bonsoir à vos téléspectateurs. Alors, monsieur Mpele, on a pu récolter, on l'a suivi dans les reportages, on a pu récolter avec l'aide de tous les partenaires, y compris nationaux, la présidence de la République et autres ministères, la somme de 600 milliards de francs CFA entre 2023 et 2024. Est-ce qu'on peut avoir justement une analyse de la situation, les sommes déjà récoltées à ce jour? Ok, les sommes déjà récoltées traduisent bien que le paysage économique camerounais inspire confiance parce qu'il s'agit d'un soutien des partenaires multilatéraux, au premier rang desquels la Banque mondiale, mais aussi des partenaires bilatéraux, parmi lesquels l'Agence française de développement. Ces contributions auraient pu mobiliser plus d'argent si, bien sûr, la crise sanitaire, la Covid-19, qui a frappé les économies du monde et qui a donc entraîné une rareté des ressources, oui, n'était pas passée par là. Et puis aussi d'autres conjonctures internationales, comme la crise russo-ukrainienne et d'autres conjonctures également au niveau africain, avec justement la montée des groupes terroristes et bien sûr les mouvements sécessionnistes au niveau national. Donc ces pesanteurs-là ont certainement ralenti la dynamique engagée, mais ce qu'on a mobilisé, c'est encourageant. Et au-delà de ces contributions-là, il faut également saluer justement l'usage qui en est fait, parce que on voit bien que les 600 milliards qui ont été déjà exploités en grande partie, parce qu'au-delà justement de la réhabilitation de la voirie urbaine de Marois, projet financé par l'AFD, l'Agence française de développement, qui a mobilisé à peu près 26 milliards de francs CFA. Il y a eu aussi, comme mentionné dans votre reportage, la liaison entre le pont de Yagua et celui de Pongor au Tchad, qui a mobilisé à peu près 46 milliards de francs CFA. Je rappelle que l'inauguration de cette infrastructure, de ce pont, se fera bientôt, est attendue. Exact. Et ensuite, il y a 236 milliards, Madame Nga, qui sont déjà sécurisés auprès de la Banque mondiale pour la nationale numéro 1, qui va donc aller de Mora à Koussery, en passant par Ouaza et Dabanga. Et il faut dire que les différentes contractualisations de ces lots d'infrastructures dans cette nationale numéro 1 sont en cours au ministère des Travaux publics. C'est dit donc qu'il y a une gestion efficace et performante des fonds déjà, n'est-ce pas, engagés dans cet important projet cher au président de la République, parce qu'il faut dire que c'est un projet qui s'inscrit dans le cadre de la transformation structurelle de notre économie, qui ne peut pas se faire, Madame Ga, si on ne reconstruit pas déjà ce qui a été détruit. C'est pourquoi il y a un plan de reconstruction et de remise à jour des zones déclarées économiquement sinistrées, parmi lesquelles donc la zone du Nozo et bien sûr l'extrême nord. Eh bien, justement, une question me vient à l'idée. On a l'impression de s'y être pris un peu tard avec justement la création par décret du Premier ministre de ce programme. On aurait peut-être pu anticiper, parce que c'est depuis 2014 quand même que cette région de l'extrême nord vit cette situation précaire, avec l'aggravation des pluies qu'on a vues et les changements climatiques. Naturellement, la situation sécuritaire avec le groupe terroriste Boko Haram a ralenti l'élan de développement dans cette région-là, cumulé maintenant aux effets du changement climatique avec les inondations à répétition. L'État a été obligé d'abord de garantir la stabilité de la région, ce qui a demandé d'énormes moyens financiers qui auraient pu être consentis, Madame Ga, dans le financement des infrastructures, notamment les routes, les infrastructures de drainage, parce que c'est une zone potentiellement inondable. Il faut donc faire ruisseler les eaux, les infrastructures hydrologiques, les infrastructures également météorologiques pour maîtriser le changement climatique dans cette zone-là. Et puis maintenant, il faut penser par la suite à la mise en place de cette reconstruction-là. Donc s'il n'y avait pas eu justement
cette crise sécuritaire et cette crise climatique dont les effets sont de plus en plus fatals, on imagine bien que l'État aurait engagé plus tôt, n'est-ce pas, ce programme spécial de développement de cette zone. Malheureusement, il fallait d'abord un minimum de stabilité, il fallait d'abord maîtriser la secte Boko Haram et bien sûr rendre plus ou moins stable la zone avant d'engager donc les projets de développement qui sont donc contenus dans ce programme spécial de reconstruction et de développement de la zone. Alors justement, vous parlez de développement, tout à l'heure vous avez pris la parole, mais vous vous êtes particulièrement arrêté sur les infrastructures routières notamment et sur les 33% de l'enveloppe globale qui est de 1822 milliards de francs CFA. Le montant destiné aux infrastructures, on l'a remarqué, est un peu plus élevé que la part allouée aux activités socio-économiques, entre autres. L'inverse, selon certains analystes, aurait été une meilleure idée. C'est une manière de voir les choses, mais il faut toujours vous rappeler que là où la route passe, le développement suit. Donc, les activités socio-économiques, telles que les activités commerciales, les activités agricoles, les activités, justement, à caractère des services sociaux comme les écoles, les centres de santé et autres, ne peuvent pas prospérer là où il n'y a pas un réseau d'infrastructures à même de booster ces activités-là. Donc, c'est pourquoi les infrastructures occupent la part belle, parce que la route a un effet d'entraînement, constitue, au-delà de la route, le réseau de transport, n'est-ce pas, et le réseau d'énergie, ainsi que les autres infrastructures déterminantes dans ces zones, comme les infrastructures hydrologiques, notamment les infrastructures d'irrigation et de drainage pluvial, constituent des préalables à l'épanouissement des activités socio-économiques qui ne peuvent que s'adosser sur un réseau, n'est-ce pas, d'infrastructures performants et adaptés aux réalités de ces zones-là. Alors justement, on retrouve encore dans ce plan, dans ce projet, d'autres projets comme Viva Logone qui ont été créés bien avant cela pour justement venir en aide à cette partie du Cameroun et qui avaient déjà bénéficié de financements préalables, mais qu'on retrouve encore dans ce projet. Comment aujourd'hui, M. Mpele, on peut comprendre ce qu'on pourrait qualifier de double emploi? Non, il ne s'agit pas d'un double emploi. Parce que souvenez-vous que le projet Viva Logone est le fruit d'une coopération fructueuse entre l'État du Cameroun et la Banque mondiale, qui a vu le jour, il faut le rappeler, en novembre 2022, et qui s'inscrit dans le cadre d'une période prévisionnelle de 7 ans. Ça veut dire que normalement, c'est un projet qui devrait prendre fin en 2029. Donc, il est normal que le projet se poursuive. 124 milliards de francs CFA sont prévus dans le cadre de ce projet, dont l'objectif, il faut le rappeler à nos téléspectateurs, est double. Premier objectif, c'est de dynamiser les infrastructures et renforcer, n'est-ce pas, les mécanismes d'irrigation et de drainage dans la zone, mais aussi, et c'est le deuxième objectif, Madame Ga, c'est de booster la productivité et la production agricole dans cette région-là, notamment au niveau de la vallée du Logone, parce qu'il faut dire que cette zone-là regorge un potentiel important, notamment en matière de riz, la production du riz avec la sèmerie de Yagua, au moment où justement l'État entend dans sa politique d'import-substitution renforcer la production locale du riz, n'est-ce pas, pour réduire significativement la demande aux importations du riz, afin que, n'est-ce pas, l'économie domestique puisse en profiter au maximum. Donc, il y a dans cette logique-là donc la volonté à la fois de transformer la zone, mais également de garantir, n'est-ce pas, la production en riz dans notre pays, qui est justement très attendue au moment où la politique d'import-substitution intégrée dans le domaine halieutique et agro-pastoral est annoncée dans le cadre de notre stratégie nationale de développement. Alors bien, on a également d'autres projets. Il n'y a pas que Viva Logone. On a par exemple le projet d'urgence contre les inondations de 2014 à 2020. On a beaucoup de projets comme ça qui malheureusement aujourd'hui, on n'en parle plus et qui sont restés lettres mortes. Naturellement, c'est pourquoi la paix n'a pas de prix, Madame Ga. Si il en était encore besoin de le démontrer, l'économie s'adosse sur une certaine stabilité.
Lorsque la zone est troublée, et on vit le même problème, le même phénomène dans le Nozo, vous voyez bien qu'il y a un plan également de reconstruction de cette zone-là qui justement va au pas de tortue parce que les groupes sécessionnistes persistent dans leurs exactions, malheureusement au prix des innocents, et en font un marchandage justement en termes de kidnapping et rançon, etc. Donc dans la zone de l'extrême nord, c'est le même mécanisme malheureusement qui a vu s'endormir beaucoup de projets ambitieux de l'État parce que la priorité c'était à la stabilité, oui. La priorité c'était à la paix, justement dans cette zone-là, et il faut s'en féliciter parce que même si on assiste à des actes de lâcheté, ça et là, comme cela se voit au Nozo, il y a quand même une stabilité qui est garantie, qui puisse donc permettre aux populations d'avoir un minimum de tranquillité pour vaquer à leur occupation et naturellement pour permettre à l'État également de poursuivre ces grands projets-là, pour certains de les ressusciter, afin de promouvoir le développement de cette région stratégique pour le devenir de notre pays. Alors, la crise, forcément, il ne s'agit pas que de la crise sécuritaire, on a également la crise alimentaire qui sévit dans cette région, qui est l'un des bassins de production du Cameroun. Vous avez parlé notamment du riz. Vous avez parlé du riz. Alors, on a quand même un impact économique. Il y a également la viande. Non seulement la viande également, oui, le coton. Le coton également. Oui, effectivement. Alors, l'arachide, merci. Voilà. Ce qui voudrait dire qu'on a eu un impact économique non seulement dans la région, mais dans le Cameroun tout entier. Naturellement, parce que justement, vous savez que la politique économique mise en place par le président de la République vise à promouvoir le développement équitable de toutes les régions du pays. Donc, lorsque une région mobilise plus d'efforts de guerre en termes de logistique, plus d'efforts en termes financiers, plus d'efforts en termes justement de sacrifices, il est clair que cela impacte malheureusement le progrès des autres régions. Parce qu'il faut d'abord régler les problèmes de cette région-là de manière à ce que le développement puisse se réaliser au même rythme que les autres régions. Donc forcément, il y a eu un impact négatif. Voilà pourquoi l'État, à travers donc ce programme spécial de reconstruction de cette zone-là, vise justement deux grands objectifs. Le premier objectif d'abord est social. Parce que avec les projets annoncés, il est clair que il y aura déjà de l'emploi qui sera créé dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur également de l'ingénierie, parce que les projets d'infrastructure, souvenez-vous, Madame Ga, sont réalisés par des ingénieurs. Et je vous informe, je vous rappelle, je ne peux pas vous informer, c'est votre job, je vous rappelle et je rappelle à nos téléspectateurs qu'il y a une école nationale de Polytechnique à Marois, qui a été créé à Marois. Justement, ce n'était pas au hasard, c'est pour préparer justement les intellectuels de cette zone-là aux défis de leur environnement. Au même moment, il y a également la formation des hydrologues, des météorologues, n'est-ce pas, et des environnementalistes, parce que c'est une zone qui est fortement exposée au changement climatique, qui subit également les effets de la nature, au-delà des inondations également, la forte sécheresse qui nourrit des maladies climato-sensibles, au rang desquelles la méningite et d'autres maladies mortelles. C'est pourquoi les formations qui sont prévues dans cette université-là répondent aux besoins de cet environnement-là pour que les cadres, les futurs cadres de cette zone-là soient les acteurs de leur propre développement. Ça, c'est très important. Ensuite, il y a également une volonté de sécurité alimentaire qu'il faut promouvoir dans cette zone-là parce que justement, les plans d'infrastructure en termes d'irrigation de la zone occupent une part belle dans l'enveloppe budgétaire qui y est consacrée. Et naturellement, la mise en place également des infrastructures durables visant à sécuriser les digues, n'est-ce pas, mais aussi à garantir un drainage efficace des eaux pour que la vulnérabilité de ces populations au changement climatique soit la moins dangereuse ou la moins fatale possible, en garantissant donc une certaine protection civile. Ça, c'est très important. Le deuxième pan est justement économique. Au-delà du pan social, c'est manifestement de faire de cette zone un centre touristique. Parce que n'oubliez pas qu'il y a des sites importants, il y a le parc de Ouazzar, il y a des sites alléchants qui peuvent faire des entrées importantes
sur le plan touristique au Cameroun, qui peuvent améliorer la visibilité du Cameroun. Et c'est une zone frontalière avec le Tchad. Très bien. Donc, la volonté d'intégration avec le voisin tchadien est également mise en avant pour donc favoriser cette insertion et cette intégration économique-là. Donc, nous pouvons dire que c'est un projet qui peut réconforter ces populations-là et leur rappeler qu'en tant que filles aînées de la nation, ils ne peuvent pas être les laissés pour compte du gouvernement. Merci beaucoup Serge Mpele Onana pour ces éclairages. On espère vous avoir prochainement sur ces mêmes plateaux. Ce sera avec le même plaisir, Madame Gare.